Après avoir signé les papiers du divorce, mon mari m'a mise à la porte devant sa maîtresse. Mais 5 minutes plus tard, il était sans voix. Alors que je déverrouillais l'immense propriété de plusieurs millions d'euros juste en face de chez eux. Les papiers du divorce venaient d'être signés et le mari lui lança froidement « Fais tes affaires et quitte ma maison ». Mais quelques minutes plus tard, cette même femme roulait sa valise vers l'immense domaine juste en face de la rue, ouvrait les portes en fer forgé avec son propre code, et laissait tout le monde bouche bée. Elle, Héloïse, jadis considérée comme une pique-assiette, avait été trahie et effacée de la vie de l'homme qu'elle aimait le plus. Mais personne ne savait que derrière son silence se cachait son véritable statut et un plan calculé qui leur ferait payer leurs dettes à tous. Tard cet après-midi-là, la communauté résidentielle UP de Saint-Cloud, en Yvelines, était étonnamment calme. Devant les grilles, seules les feuilles bruissaient sous la légère brise d'automne. À l'intérieur de la maison coloniale à 3 étages, qui, légalement, était la propriété conjointe des époux, l'atmosphère était aussi lourde que l'air avant un orage. Sur la table basse en acajou au milieu du salon, reposait une pile de papier. La feuille du dessus était l'accord de règlement matrimonial. Hélo et Cédric étaient assis sur le canapé. Elle, le dos parfaitement droit, les mains posées sur ses genoux. Elle portait une simple robe d'été couleur crème, ses cheveux tirés en une queue de cheval basse. Elle n'avait presque pas de maquillage. Elle semblait si calme que cela frôlait la froideur absolue, un contraste frappant avec le regard impatient de l'homme debout en face d'elle. Cédric Laval desserra sa cravate de soie. Sa voix dégoulinait d'irritation, je me suis fait parfaitement clair. Signe. Ne perdons pas notre temps mutuellement. Héloïse leva les yeux vers le mari avec qui elle avait vécu pendant 3 ans. C'était le même visage, le nez droit, le front fort, ce regard distingué qu'elle avait cru un jour être son encre pour le reste de sa vie. Mais maintenant, il n'y avait pas une once de chaleur dans ses yeux. C'était le regard d'un homme fixant une vieille possession usée qu'il ne pouvait pas attendre de jeter. À côté de Cédric était assise sa mère, Madame Laval. Adossée à son fauteuil et s'éventant avec un magazine, elle tordit ses lèvres en un sourire venimeux, « Dépêche-toi de signer, ma chérie. Peu importe combien de temps tu fais traîner ça, tu ne peux pas le garder. Une femme doit connaître sa place quand son utilité a expiré. Tu dois savoir comment faire une sortie gracieuse. » Hélo ne répondit pas. Elle regarda les papiers du divorce, les lignes imprimées en noir net. Nom du mari, nom de la femme, motif du divorce, différences irréconciliables. Elle trouva cela soudainement risible. Différences irréconciliables. Depuis quand un mariage détruit par la trahison, la négligence et l'indifférence glaciale pouvaient-ils être résumés en une phrase juridique aussi polie? Pensant qu'elle hésitait, Cédric fronça les sourcils. Héloïse, arrête de jouer la victime. Je suis fatigué. C'est fini. Fais tes affaires et sors de ma maison. La phrase ne fut pas criée, mais chaque mot tranchait comme un scalpel à travers la dernière couche de la contenance de la femme. Ma maison. Pendant 3 ans, elle avait vécu ici comme une épouse dévouée, choisissant personnellement chaque rideau, chaque pièce de vaisselle. Les nuits où Cédric avait une forte fièvre après s'être épuisé à sa start-up, elle restait éveillée jusqu'à l'aube, changeant les compresses froides. Au début, lorsque son entreprise perdait de l'argent et était au bord de la faillite, elle n'avait pas émis une seule plainte quand elle avait discrètement mis en gage la parure de diamant héritée de sa défunte mère. Et aujourd'hui, il dit « ma maison ». Madame Laval, voyant le silence de sa belle-fille, se pencha, sentant le sang. 3 ans que tu es un parasite vivant au crochet de notre famille. Il est temps que tu aies un peu de honte. Cette maison t'a nourri assez longtemps. Tu n'as pas pu nous donner un héritier. Tu n'as absolument rien fait pour aider la carrière de mon fils. Te garder ici ne fait que prendre de la place. Le mot « parasite » fit courber les coins des lèvres d'Héloïse en un sourire moqueur à peine perceptible. Le jour où elle avait décidé de démissionner de son poste lucratif dans un grand conglomérat médiatique à Paris pour aider Cédric à construire sa propre entreprise, cette même Madame Laval lui avait tenu les mains, pleurant de joie. Disant, quelle bénédiction pour notre famille d'avoir une belle-fille aussi désintéressée. Maintenant, cette même femme était assise devant elle, effaçant froidement l'histoire. Héloïse leva les yeux. Sa voix était calme mais cristalline,
Avez-vous terminé, Madame Laval ? Sa belle-mère s'étrangla, ne s'attendant clairement pas à ce qu'Héloïse possède la contenance de poser une question aussi polie. Cédric ricana, qu'y a-t-il d'autre à discuter ? Je te laisse assez dans le règlement pour louer un appartement décent en ville pendant quelques mois. Ne fais pas de scène et ne nous embarrasse pas tous les deux. Embarrassée, répéta Héloïse à peine au-dessus d'un murmure. Son regard dériva vers le col de sa chemise de ville, où un long cheveu roux était toujours accroché au tissu. Ce n'était pas sa couleur de cheveux. Héloïse savait depuis très longtemps qu'une autre femme occupait le cœur de son mari. La première fois, c'était l'odeur douce et écœurante d'un parfum de créateur sur sa veste de costume quand il était rentré tard d'un voyage d'affaires à Lyon. La deuxième fois, c'était une notification éclairant l'écran de son téléphone pendant qu'il était sous la douche. « Tu dors déjà ? Tu me manques tellement. » La troisième fois brisa définitivement ses illusions. Elle avait vu Cédric guider Sophie Lambert hors d'un restaurant haut de gamme du Marais, sa main posée intimement sur le bas de son dos, la regardant avec une tendresse qu'Hélo n'avait pas vue depuis des années. Elle savait tout. Elle n'avait juste jamais demandé. Car dès l'instant où elle l'avait vu ouvrir la portière de la voiture pour une autre femme avec tant de soin, Héloïse avait réalisé quelque chose. Certains mariages ne meurent pas le jour où les papiers sont signés. Ils meurent bien avant cela. Le silence pesait lourd dans le salon. Dehors, une voiture de patrouille de sécurité du quartier passait lentement devant les grilles. Le garde baissa sa vitre pour discuter avec un paysagiste d'à côté. Qu'est-ce que toutes ces clameurs chez les Laval aujourd'hui ? Qui sait ? J'entends juste Madame Laval crier encore. C'est son banal filtrant à travers le double vitrage rendait le moment encore plus amer. Il s'avère que pendant que l'univers d'une famille s'effondre, le monde extérieur reste parfaitement ordinaire. Héloïse prit le stylo Mont Blanc. Cédric la fixait intensément, comme terrifiée qu'elle puisse changer d'avis. Mais elle ne le fit pas. Dès que la plume toucha le papier, elle signa tout d'un seul mouvement fluide. Pas de main tremblante, pas d'hésitation. Héloïse Dubois. La signature était élégante, nette et belle, tout comme elle l'avait été dans ce mariage, retenue, patiente, ne cherchant jamais les feux de la rampe. Signant la dernière page, elle posa le stylo. Fait. Juste un mot. Pas de larmes, pas de supplication pour rester, pas de question pour savoir s'il l'avait jamais vraiment aimée. C'est cette sérénité exacte qui déclencha un éclair de colère soudain et irrationnel chez Cédric. Il s'attendait à des accusations, de la haine, ou au moins quelques larmes pour valider son ego, pour prouver qu'elle avait encore besoin de lui. Mais il n'y avait rien. Son silence ressemblait à une gifle invisible. Madame Laval s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le dessus. Puisque tu as signé, va faire tes bagages et assure-toi de ne rien prendre de valeur. Tout ce qui a été acheté avec l'argent de mon fils reste ici. Héloïse se leva. Ses yeux balayèrent le salon. L'horloge grand-père antique qu'elle avait trouvée. Le vase de Murano sur la console où elle arrangeait des fleurs fraîches tous les dimanches. Le crochet sur le mur où leur portrait de mariage était accroché était maintenant vide. Cédric l'avait retiré il y a quelques jours. Elle fit un léger signe de tête, « Ne vous inquiétez pas, je ne prendrai que ce qui est à moi. » Alors qu'elle passait devant Cédric, il parla involontairement, « Héloïse. » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Sa voix s'abaissa légèrement, « N'essaie pas de forcer ton retour dans ma vie. » Il y eut une longue pause, puis Héloïse laissa échapper un rire doux et discret. C'était très faible, mais cela envoya un frisson soudain dans le dos de Cédric, « Soyez assurés, dit-elle, à partir d'aujourd'hui, votre vie n'est plus mon affaire. » 20 minutes plus tard, Héloïse descendit l'escalier en chaîne, tirant une élégante valise beige. Elle n'avait pas beaucoup emballé. Quelques vêtements de rechange, ses documents personnels, une petite boîte en bois fermée et un journal en cuir usé qu'elle portait toujours. Elle traversa le salon une dernière fois. Madame Laval se tenait les bras croisés, soufflant froidement. Cédric se tenait près de la fenêtre, refusant de la regarder. Héloïse resserra sa prise sur la poignée de la valise. Les roues glissaient sur les parquets cirés avec un léger bourdonnement rythmique, coupant lentement ses liens avec le passé, pas à pas. Devant la porte d'entrée, elle s'arrêta une fraction de seconde.
La brise du soir s'engouffra, attrapant une mèche de cheveux sur sa joue. Son visage restait étonnamment serein. Personne ne savait ce qui se passait dans son esprit. Personne ne comprenait comment une femme qui venait de sortir d'un mariage brisé pouvait être si calme. Elle leva le menton et regarda de l'autre côté de la large rue paysagée du quartier. Son regard était calme, mais si profond qu'il était impossible à lire. Puis Héloïse sortit sa valise et s'avança sans un seul regard en arrière. Derrière elle, la porte d'une vie se refermait. Tandis que devant, il semblait qu'une autre s'apprêtait à s'ouvrir. La valise roulait doucement sur l'allée pavée. C'était la fin de l'après-midi et la lumière dorée du soleil filtrait à travers les vieux chênes bordant l'avenue, projetant des toiles complexes de lumière et d'ombre. Héloïse marchait ni vite ni lentement. Chaque pas était délibéré, comme si elle se préparait à cette marche exacte depuis très longtemps. Derrière elle, les grilles de la maison de Cédric Laval ne s'étaient pas encore entièrement fermées. Madame Laval se tenait sur le porche, les mains sur les hanches, ne voulant pas encore rentrer à l'intérieur. « Tu pars ? Alors pars pour de bon. »« Qu'est-ce que tu traînes ?» cria-t-elle, élevant délibérément la voix. Cédric se tenait à quelques pas derrière sa mère. Il était silencieux, mais ses yeux suivaient la silhouette de la femme qui s'éloignait. Au plus profond de sa poitrine, une sensation très étrange bouillonnait, pas tout à fait du regret, pas tout à fait du soulagement, juste une anxiété agaçante. Hélo ne regarda pas en arrière. Elle poussa sa valise tout droit, mais pas vers la sortie de la communauté comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle tourna sur la large allée en briques directement de l'autre côté de la rue. Juste devant elle se dressait un domaine somptueux, massif, moderne, mais d'une élégance classique, protégé par de hautes grilles en fer forgé peintes d'un noir brillant et imposant. Cette propriété particulière faisait depuis longtemps l'objet d'intenses potins parmi l'élite de Saint-Cloud, principalement parce que son propriétaire était un fantôme qui n'apparaissait presque jamais. Bernard, le gardien de sécurité de la communauté, assis dans sa voiturette de golf à proximité, sursauta en voyant Héloïse rouler ses bagages vers ses formidables grilles. « Oh, Madame Laval » appela-t-il. « Je pense que vous vous êtes trompée d'allée. » Héloïse s'arrêta devant les grilles. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle gara simplement sa valise à côté d'elle. De l'autre côté de la rue, Madame Laval plissa les yeux. « Mais qu'est-ce que cette fille est en train de faire ?» Cédric fit un pas en avant, son regard s'aiguisant. Héloïse fouilla dans son sac à main de créateur et en sortit une petite télécommande argentée et élégante. Il y eut un léger bip électronique. Les énormes grilles en fer forgé, qui ne s'étaient pas ouvertes pour les voisins depuis des années, s'ouvrirent lentement et silencieusement. Pendant une seconde, le monde sembla se figer. Bernard sauta de sa voiturette, les yeux écarquillés. Que se passait-il ? De l'intérieur du domaine, un gardien de sécurité privé en uniforme sur mesure se précipita. Voyant Héloïse, il inclina immédiatement la tête avec un profond respect. « Bonsoir, mademoiselle Dubois. »« Bienvenue. » Son ton était indéniablement déférent. Ce n'était pas une salutation standard. C'était une soumission absolue. Héloïse fit un léger signe de tête. « Oui, je suis de retour. » Elle fit rouler sa valise à travers les grilles ouvertes. Ses mouvements étaient fluides et naturels, prouvant qu'elle connaissait intimement les lieux. De l'autre côté de la rue, Madame Laval était paralysée. « Cédric » bégaya-t-elle, sa voix se brisant. Elle s'introduit par effraction sur la propriété de quelqu'un d'autre. Cédric ne répondit pas. Il resta figé sur place, incapable de détacher ses yeux de la scène qui se déroulait. Il ne pouvait y avoir aucune erreur. La façon dont le gardien s'inclinait, la façon dont sa télécommande ouvrait les grilles, la façon dont Héloïse entrait sans demander la permission, tout cela indiquait une vérité impossible, elle n'était pas une étrangère ici. Héloïse remonta la grande allée circulaire. De chaque côté, des taupières parfaitement taillées se tenaient au garde-à-vous. Au centre, une fontaine en marbre à plusieurs niveaux cascade, l'eau attrapant les rayons ambrés du soleil couchant. Des énormes doubles portes d'entrée, une gérante de domaine d'âge mûr se précipita. « Mademoiselle Dubois, vous êtes revenue sans prévenir. Permettez-moi de faire préparer vos quartiers, dit-elle avec anxiété. Héloïse sourit faiblement.
Pas besoin de se presser, Marianne. Je viens juste de rentrer chez moi pour y vivre. La formulation était simple, mais elle portait un changement de sens monumental. Y vivre signifiait qu'elle ne visitait pas. Elle ne restait pas temporairement. Elle était de retour pour de bon. Marianne se figea une fraction de seconde. J'appelle votre grand-père tout de suite, mademoiselle. Elle se tourna vers le personnel domestique qui rôdait derrière elle. Préparez immédiatement l'aile principale pour mademoiselle Dubois. Héloïse fit rouler sa valise jusqu'au bas des grands escaliers en pierre. Avant de monter les marches menant à la porte, elle s'arrêta et tourna la tête pour regarder de l'autre côté de la rue. Ses yeux croisèrent ceux de Cédric. La distance physique entre les deux propriétés n'était que la largeur d'une rue de banlieue, mais à ce moment-là, elle semblait exister dans deux dimensions entièrement différentes. Cédric traversa l'asphalte en trottinant. Madame Laval, trébuchant légèrement sur ses talons, le suivit en hâte. « Héloïse » cria-t-il. Il ne pouvait plus maintenir son détachement froid. Héloïse resta parfaitement immobile, attendant qu'il s'approche de la limite de sa propriété. « Que faites-vous ici » demanda Cédric, sa respiration courte. Héloïse le regarda, ses yeux tombant à zéro absolu. « Vous avez des yeux. Pourquoi vous donnez la peine de demander ? À qui est cette maison » insista-t-il, comme si son cerveau refusait de traiter la réalité juste devant lui. Héloïse inclina la tête d'une fraction de pouce. Les coins de ses lèvres se recourbèrent légèrement. Ce n'était ni un sourire moqueur, ni un sourire gentil. « À moi !» La seule syllabe tomba de ses lèvres, légère comme une plume, mais lourde comme une enclume. Madame Laval réagit violemment. « Quel genre de bêtises dites-vous ? Votre maison ? Avez-vous perdu la tête ? » Hélo ne jeta même pas un coup d'œil à Madame Laval. Elle parla lentement, méthodiquement. « L'acte est à mon nom. Si vous avez besoin de preuves, Madame Laval, je peux demander à mon équipe juridique de vous apporter une copie au trottoir pour que vous l'examiniez. » Sa voix n'était pas forte ou agressive, mais chaque syllabe résonnait avec une autorité absolue incontestable. Cédric recula d'un demi-pas. Il réalisa soudain qu'en 3 ans de mariage, il n'avait jamais profondément interrogé Héloïse sur ses antécédents familiaux. Il savait seulement qu'elle vivait simplement, n'affichait jamais sa richesse et mentionnait rarement des parents. Il avait toujours supposé qu'elle était ordinaire, une fille de la classe moyenne qui avait eu la chance d'entrer dans son orbite montante. Mais maintenant, un domaine valant des dizaines de millions d'euros juste en face de sa propre maison lui appartenait. « C'est impossible » murmura-t-il. Héloïse le regarda une seconde de plus avant de dire doucement. « J'ai simplement emménagé dans ma propre maison. » Elle le dit si facilement, comme si la révélation bouleversante n'était qu'une routine ménagère du mardi. Mais pour Cédric, c'était un coup de marteau directement sur son ego. Pendant 3 ans, il s'était considéré comme son sauveur, l'homme qui lui avait donné une vie, un toit, un statut et une famille. Il s'avéra qu'il était celui qui vivait dans une illusion. Madame Laval refusait toujours de l'accepter. « Arrête de raconter des histoires. Si tu es si riche, pourquoi as-tu toléré d'être traitée comme une servante dans ma maison toutes ces années ?» Héloïse se retourna et, pour la première fois, regarda son ancienne belle-mère droit dans les yeux. La douceur qui résidait autrefois dans son regard était complètement éradiquée, parce que j'ai bêtement cru que si j'offrais une dévotion sincère, d'autres personnes auraient la décence de la valoriser. Elle marqua une pause, laissant le silence étouffer la vieille femme avant de chuchoter, « Mais clairement, je vous ai surestimé. » Le silence qui suivit fut suffocant. Une rafale de vent fit bruisser la haute canopée des arbres au-dessus. Héloïse se retourna, saisit la poignée de sa valise et entra dans le manoir. Les imposantes doubles portes se refermèrent lourdement derrière elle avec un dernier bruit sourd et résonnant. Dehors, Cédric se tenait comme frappé par la foudre. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une sensation écrasante, la terrible prise de conscience qu'il venait de perdre quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qu'il n'aurait peut-être plus jamais le pouvoir de toucher. À l'intérieur du domaine du bois, les lourdes portes isolaient le monde. C'était si silencieux qu'Héloïse pouvait clairement entendre le léger écho de ses talons claquant sur le sol en marbre italien importé.
L'odeur subtile et familière d'huiles essentielles sur mesure la fit s'arrêter un instant. 3 ans. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis 3 longues années. Marianne, debout respectueusement derrière elle, parla doucement, votre suite a été laissée entièrement intacte. Le personnel la détaillait chaque semaine. Héloïse hocha légèrement la tête. Merci pour votre dévouement, Marianne. Oh, n'y pensez pas. Le président a ordonné que cet endroit reste toujours impeccable et prêt pour vous, même si vous ne le visitiez jamais. À la mention du président, le regard d'Héloïse vacilla. Arthur Dubois, son grand-père, l'une des figures les plus recluses mais dévastatrices du marché immobilier commercial français. Héloïse prit sa valise et monta le grand escalier. Chaque pas semblait traîner avec elle des fragments de mémoire. Elle ouvrit les doubles portes de sa suite. C'était exactement comme elle l'avait laissé. Le grand lit à baldaquin près des fenêtres du sol au plafond, l'ancienne coiffeuse en noyer, les étagères de bibliothèque intégrées dans le coin. Rien n'avait changé, sauf la femme qui s'y tenait. Elle posa la valise, s'assit sur le bord du matelas, entrelaça ses doigts, serra fort, puis lâcha prise. Une longue expiration s'échappa de ses lèvres, et les souvenirs commencèrent à inonder la pièce. Cette année-là, Héloïse avait 25 ans. Elle n'était pas la mondaine typique issue d'un fonds fiduciaire. Bien qu'elle fût la seule héritière de l'empire d'Arthur Dubois, elle insistait pour se forger une vie indépendante. Elle occupait un poste exigeant dans une grande entreprise de médias à Paris, conduisait une berline standard au travail et s'habillait avec des marques discrètes et accessibles. Personne au bureau ne savait qu'elle avait un filet de sécurité d'1 milliard d'euros. C'est là qu'elle avait rencontré Cédric Laval. Il pleuvait à verse cet après-midi-là. Héloïse était bloquée sous l'auvent d'un parking, essayant de faire redémarrer son moteur en panne. Un inconnu s'approcha d'elle. « Problème de batterie ?» demanda-t-il. Elle était décontenancée. « Je pense que l'alternateur est mort. » Il ne posa pas de questions inutiles. Il souleva simplement le capot et se mit au travail. La pluie battante trempait ses épaules. Sa chemise de ville collait à sa peau, mais il était incroyablement patient. Bientôt, la voiture rugit. Avant qu'Héloïse ne puisse proposer de le payer, il sourit simplement chaleureusement. Tout est prêt. Faites vérifier la courroie d'accessoires par votre mécanicien la prochaine fois que vous ferez une vidange. Ce sourire authentique et sans prétention l'avait accroché. Ils commencèrent à parler. Cédric n'était alors qu'un jeune ingénieur en structure, rêvant de lancer sa propre entreprise de développement. Il n'avait pas de richesse, pas de relations influentes, rien d'autre que de la pure détermination et de l'ambition. Mais il possédait un feu qui toucha le cœur fortement gardé d'Héloïse. Son éthique de travail implacable la séduisit. 1 an plus tard, ils se marièrent. Le jour où Héloïse dit à son grand-père qu'elle voulait épouser Cédric. Arthur Dubois resta silencieux très longtemps dans son fauteuil en cuir. « Es-tu absolument certaine ?» demanda-t-il. Hélo hocha la tête, les yeux résolus. « Je n'ai pas besoin qu'il soit riche, grand-père. J'ai juste besoin qu'il soit vrai. » Son grand-père la regarda avec des yeux fatigués et anciens et soupira. « Si tu as fait ton choix, je ne t'entraverai pas. Mais souviens-toi d'une chose, Hélo. Ne te mets jamais dans un coin où le regret est ta seule compagnie. » Héloïse avait cru qu'elle ne le regretterait jamais. Les premiers jours de leur mariage furent brutalement difficiles. Cédric lança son entreprise avec 0 capital et 0 levier. Ils durent se battre pour des miettes. Héloïse quitta volontairement son emploi bien rémunéré. Cédric avait protesté à l'époque, « Tu n'as pas à faire ça pour moi. » Elle avait souri doucement, touchant sa joue. Je suis ta femme. Si je ne me bats pas dans les tranchées pour notre avenir, qui le fera ? Dès lors, elle devint l'architecte invisible de son succès. Le jour, elle négociait agressivement avec les fournisseurs pour obtenir des matériaux à des prix imbattables. La nuit, elle s'asseyait à côté de lui à la table de la cuisine jusqu'à 3 heures du matin, équilibrant les registres et rédigeant des propositions. Un jour, alors que l'entreprise était à quelques semaines de manquer le paiement des salaires, Héloïse apporta silencieusement la parure de diamants vintage Harry Winston de sa mère à un courtier haut de gamme du quartier de la joaillerie et la vendit.
Quand Cédric trouva le reçu de dépôt, il s'effondra et la serra fort. Je le jure devant Dieu, Hello, je te donnerai le monde pour ça, avait-il promis, sa voix brisée. Elle le crut. Elle crut que cet homme préférerait mourir plutôt que de la trahir. Mais la vie se révéla bien plus compliquée qu'une promesse murmurée. Au fur et à mesure que l'entreprise s'étendait, l'argent affluait, et la réputation de Cédric grandissait, et lentement Cédric commença à changer. Les nuits tardives au bureau devinrent plus fréquentes. Les appels téléphoniques secrets et chuchotés se multiplièrent. Ses voyages d'affaires s'éternisaient pendant des durées inhabituelles. Héloïse ne l'interrogea pas, non pas parce qu'elle était naïve, mais parce qu'elle voyait l'écriture sur le mur avec une clarté agonisante. Une nuit, pendant que Cédric était sous la douche, son téléphone vibra contre la table de chevet. L'écran s'éclaira dans l'obscurité. « Tu dors déjà ? J'ai tellement envie de toi. » Le nom de l'expéditeur, Sophie. Héloïse fixa l'écran lumineux pendant longtemps. Elle ne trembla pas. Elle ne pleura pas. Elle grava juste le nom dans son cerveau. À partir de ce jour, elle commença sa surveillance silencieuse. Elle ne fit pas de caprice. Elle ne demanda pas l'accès à son téléphone. Elle ne joua pas l'épouse jalouse. Au lieu de cela, elle recueillit des données. Pièce par pièce, elle rassembla des photographies, des historiques de transactions, des virements bancaires inexpliqués et des contrats de fournisseurs gonflés. Elle découvrit que Sophie Lambert n'était pas seulement la femme qui réchauffait ses lits d'hôtel. En tant que sa nouvelle vice-présidente des opérations, Sophie était l'architecte de plusieurs manœuvres financières hautement contraires à l'éthique au sein de l'entreprise. Mais Héloïse garda le silence, non par faiblesse, mais parce qu'un prédateur attend le moment absolument parfait pour frapper. Maintenant, assise dans sa suite somptueuse, Héloïse se leva et ouvrit sa valise. Elle en sortit la boîte en bois fermée et ouvrit le loquet. À l'intérieur, se trouvait une épaisse pile de documents parfaitement organisés. Chaque page était un éclat de vérité. Chaque pièce de preuve était un pas vers un échec et mat total. Elle traça le bord d'un relevé bancaire avec son index. Ses yeux s'assombrirent. La voix de Marianne vint doucement du couloir. « Mademoiselle Dubois, le chef doit-il préparer le dîner ?» Héloïse ferma la boîte. « Non, Marianne. Ce soir, je veux juste le silence. »« Compris, madame. » Les pas de la gouvernante s'éloignèrent. Héloïse sortit sur le balcon privé de sa suite. De là, elle avait une vue parfaite et dégagée sur la résidence Laval, la maison qu'elle venait de quitter. Les lumières du salon brillaient toujours. À travers les rideaux transparents, elle pouvait voir Cédric faire les 100 pas. Elle l'observa longtemps avant de laisser échapper un lent soupir dans l'air frais de la nuit. Sa voix était un murmure fantomatique, entendu seulement par le vent. 3 ans, c'était assez généreux. La brise attrapa ses cheveux. Le regard dans les yeux d'Héloïse n'appartenait plus à la femme docile, infiniment indulgente qu'elle avait si parfaitement jouée. C'était le regard d'un grand maître s'asseyant devant un échiquier, un jeu dans lequel elle avait pleinement l'intention de les anéantir. La nuit tomba sur Paris. L'hôtel Le Ritz Paris brillait comme un phare d'opulence d'antan, ses lustres en cristal réfractant la lumière à travers les immenses fenêtres cintrées. Devant l'entrée du grand salon de bal, une parade de SUV noirs et de limousines s'arrêtait en procession continue. Des magnats et des mondains élégamment vêtus descendaient sur le tapis, rayonnant de la concurrence tacite et impitoyable de l'élite parisienne. C'était un gala célébrant la signature de nouvelles coentreprises entre la société de développement de Cédric et plusieurs investisseurs éminents de la Côte. Sur le papier, c'était un événement de réseautage de la haute société. En réalité, c'était une arène pour les prédateurs de la ville afin d'afficher leur influence. Cédric sortit de sa Mercedes Maybach, ajustant les poignets français de son smoking. À ses côtés se trouvait Sophie Lambert. Elle portait une robe Tom Ford de couleur merlot décolletée qui épousait ses courbes comme une seconde peau. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites, son maquillage impeccable. Ses yeux pétillaient de l'excitation de finalement sortir à la lumière. Sophie glissa intimement son bras dans celui de Cédric, sa voix un murmure sensuel. « Cédric, es-tu sûr que c'est bien que je vienne comme ton invité ce soir ?» Cédric la regarda,
Un sourire confiant effleurant ses lèvres, tu es ma VP. Il n'y a rien d'étrange à cela. Il marqua une pause, se penchant plus près, d'ailleurs, tu n'as plus à te cacher dans l'ombre. La validation fit rayonner Sophie. La satisfaction suffisante dans ses yeux était palpable. En entrant dans la salle de bal, une foule de partenaires industriels s'approcha pour lui serrer la main. Un directeur de fonds de capital investissement d'âge mûr rit bruyamment, Cédric, la société est en pleine effervescence ces derniers temps. Des chiffres spectaculaires. Cédric lui serra la main avec un charisme poli, je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien, monsieur Fournier. Les yeux du directeur glissèrent vers Sophie, l'examinant avec approbation, et qui est cette superbe addition? Sans hésiter, Cédric posa fermement sa main sur la taille de Sophie, la tirant contre lui, mon arme secrète. L'air autour d'eux s'épaissit légèrement. Quelques regards complices furent échangés parmi le groupe, suivis de rires polis et conspirateurs. Sophie baissa ses cils avec une fausse modestie, oh, arrête, Cédric. Je ne suis que son bras droit. Mais la main posée sur son biceps se serra plus fort, marquant sa revendication. Dans une cabine en velours à proximité, quelques mondaines sirotaient du champagne, murmurant derrière leur flûte, j'ai entendu dire que les Laval venaient de déposer les papiers du divorce aujourd'hui. Oui, l'ex-femme était une vraie effacée. N'a pas pu retenir son attention. Eh bien, si la femme joue à la morte, quelqu'un d'autre est obligé de sauter dans le lit. Une vague de rires sarcastiques suivit. Soudain, les lourdes portes en acajou du grand salon de bal s'ouvrirent en grand. Le maître d'hôtel s'avança, sa voix coupant la mélodie du groupe de jazz, « Mesdames et messieurs, chers invités. » Toutes les têtes de la salle se tournèrent vers l'entrée. Héloïse entra. Elle portait une robe fourreau en soie ivoire, coupe droite minimaliste, absolument dévastatrice dans sa simplicité. Ses cheveux étaient lâches, cascadéant sur ses épaules, et son maquillage était frappant mais sans effort. Elle ne portait pas de bijoux excessifs, pourtant son aura était si incroyablement composée, si dense de puissance tranquille qu'elle aspirait l'oxygène de la pièce. Le chef coordonnateur de l'événement se précipita immédiatement vers elle, sa posture déférente, « Mademoiselle Dubois, un honneur. Veuillez vous diriger par ici vers l'enclos VIP. Les membres du conseil attendaient votre arrivée. » Héloïse offrit un bref et poli signe de tête, « Merci. » Sa voix était douce, mais l'acoustique de la pièce silencieuse la portait. Les murmures s'enflammèrent instantanément. Qui est-elle? Elle a l'air familière. Attendez, n'est-ce pas l'ex-femme de Laval? Pourquoi reçoit-elle le traitement de milliardaire? De l'autre côté de la pièce, Cédric la vit. Il se figea à mi-gorge, son verre de scotch suspendu en l'air. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Sophie la reconnut aussi. Une pointe de panique froide lui transperça la poitrine, mais elle la masqua rapidement. Elle resserra sa prise sur le bras de Cédric, sa voix empreinte d'une inquiétude fabriquée, « Cédric, elle est là. » Le front de Cédric se plissa, sa mâchoire tressaillant, « Ignore-la. » Mais son regard resta fixé sur Héloïse alors qu'elle traversait la foule comme une royauté fendant la mer. Le chemin d'Héloïse la mena directement devant Cédric et Sophie. Alors qu'elle s'approchait d'eux, elle marqua une pause. La tension dans le voisinage immédiat se resserra comme un fil. Sophie décida de frapper la première. Sa voix était gorgée d'une fausse sympathie sirupeuse. « Héloïse, si nous voir ce soir est trop douloureux pour vous, je suis vraiment désolée. » Héloïse tourna la tête. Elle regarda Sophie avec des yeux si vides d'émotion que c'en était terrifiant. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. » Elle laissa le silence s'étirer un instant avant de terminer sur un ton impassible. « La personne à qui vous devez des excuses n'est pas moi. » Sophie se mordit l'intérieur de la joue, jouant parfaitement la victime blessée. « Je n'ai jamais eu l'intention de ruiner la vie de qui que ce soit. » Cédric s'avança aussitôt, protégeant physiquement Sophie. « Héloïse, ça suffit, » avertit-il, sa voix glaciale, la traitant comme une harceleuse dérangée. « C'est un gala professionnel. Ce n'est pas l'endroit pour vos petits drames. » Héloïse inclina la tête. « Est-ce que je fais du drame? » Elle laissa échapper un rire doux et élégant. « Je suis simplement là. » Cédric serra la mâchoire. « Tu n'es plus ma femme. »
Ne me teste pas et ne m'humilie pas devant mes pairs. La façon dont il parlait traçait une frontière dure et inamovible. Héloïse soutint son regard une seconde, puis fit un signe de tête lent et délibéré, « Vous avez absolument raison. » Elle recula d'un pas, la distance physique mimant l'abîme émotionnel, nous n'avons absolument rien à voir l'un avec l'autre. Sur ce, elle tourna les talons. Le coordinateur l'escorta rapidement au-delà des cordons de velours et dans le salon VIP vitré. Les spectateurs étaient stupéfaits. Pourquoi a-t-elle été escortée dans le salon VIP? Le conseil l'a-t-il invitée personnellement? Quelque chose cloche sérieusement ici. Sophie regarda Héloïse s'éloigner, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ses paumes. Une profonde paranoïa troublante commença à s'enraciner dans son ventre. Cédric, quant à lui, resta figé sur place. Pour la première fois de sa vie, il ressentit la sensation terrifiante qu'Héloïse avait complètement échappé à son attraction gravitationnelle. Le gala continuait de vibrer. Le groupe de jazz reprit sa musique. Le tintement des flûtes de cristal emplissait l'air, mais les plaques tectoniques sous la pièce avaient bougé. Ce soir n'était que le prologue. Le salon VIP du Ritz s'était séparé de la salle de bal principale par des panneaux de verre insonorisés et teintés. À l'intérieur, le chaos était feutré. L'éclairage était ambiant. Les amuse-bouches décadents. Tout le monde assis dans cette section était un poids lourd. Des gestionnaires de fonds spéculatifs, des acteurs politiques et des investisseurs de premier plan. Héloïse était assise au centre de la principale table de banquet. En face d'elle, deux hommes âgés en costume sur mesure examinaient attentivement un prospectus avec elle. L'un d'eux, un titan du capital risque, parla avec une déférence sincère. « Mademoiselle Dubois, notre entreprise est très impressionnée par votre proposition de restructuration. À moins d'imprévu, nous sommes prêts à exécuter les accords définitifs d'ici mardi. » Héloïse hocha la tête, sa posture décontractée mais autoritaire. « J'attends avec impatience un partenariat très rentable, Monsieur Fournier. La priorité est de s'assurer que toutes les parties prenantes respectent strictement les indicateurs de conformité. » Sa voix n'était pas tonitruante, mais elle commandait une attention absolue. De l'extérieur du verre, la moitié de la salle de bal la regardait toujours. Son intégration sans effort dans le plus haut échelon du pouvoir alimentait la machine à rumeurs. Qui est-elle vraiment? La façon dont les gars du capital risque sont suspendus à ses lèvres. Ce n'est pas juste une invitée. Et elle était mariée à Laval. Sur la piste principale, Sophie resta près de Cédric, mais ses yeux ne cessaient de se tourner nerveusement vers l'enclos VIP. Elle se mordit la lèvre. « Cédric, je n'aime pas ça. Quelque chose ne va pas. Elle ne devrait pas être là-dedans. » Cédric ne répondit pas immédiatement. Il vida le reste de son scotch. Ses yeux étaient sombres et orageux. « Peu importe le jeu qu'elle joue, ça ne nous affecte pas. » Sophie hocha la tête, mais l'irritation bouillonnait en elle. Elle détestait la façon dont l'élite de la ville regardait Héloïse avec révérence. Plus que cela, elle détestait la façon dont Cédric regardait inconsciemment la cloison vitrée. Une idée risquée lui vint à l'esprit. Elle afficha un sourire éblouissant et tira la revers de Cédric. « Cédric, allons-y et disons bonjour au conseil. Nous devons maintenir notre visibilité. » Cédric hésita. Son instinct le mettait en garde, mais son ego meurtri exigeait qu'il affirme sa présence. Il hocha la tête. Ils traversèrent la salle vers le salon VIP. À l'intérieur, la conversation venait de connaître un accalmie. Héloïse se leva, se préparant à se mêler à la table adjacente lorsqu'une voix familière retentit derrière elle. « Excusez-moi, cela vous dérange-t-il si nous nous joignons au groupe de réflexion un instant ?» demanda Cédric. Son ton était revêtu d'un vernis professionnel. Héloïse se retourna. Leurs regards se croisèrent. Pas de colère, pas de tristesse, juste un désert arctique. L'un des cadres plus âgés reconnut Cédric et sourit. « Ah, Cédric, ravi de vous voir sur pied ce soir. » Cédric hocha la tête, projetant une confiance totale. « Bonsoir, messieurs. J'ai entendu dire que les discussions concernant le développement Grand Horizon prenaient de l'ampleur. Je voulais présenter mes respects. » Pendant qu'il parlait,
ses yeux jetèrent un coup d'œil de côté vers Héloïse, cherchant une réaction. Sophie, collée à ses côtés, offrit un sourire mielleux. Je suis toujours impatiente d'apprendre des visionnaires présents. Cela dit, elle fit un pas délibéré en avant, se plantant directement devant Héloïse. L'espace entre elles était de moins d'1 mètre. Sophie baissa la voix jusqu'à un murmure mortel, juste assez fort pour que le cercle immédiat puisse l'entendre. « Hello, je pense vraiment que vous devriez vous souvenir de votre catégorie. » Faire semblant dans des pièces comme celle-ci se termine généralement par un retour à la réalité brutale. L'atmosphère dans le salon VIP devint instantanément glaciale. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Les têtes se tournèrent. Héloïse ne réagit pas avec choc ou indignation. Elle regarda simplement Sophie. Son regard était si profondément calme que c'en était troublant. Ne voyant aucune réaction, Sophie insista, son ton empreint d'une pitié condescendante. « Ces cercles ne sont pas pour tout le monde, ma chérie. Vous devriez vous en tenir au club de lecture de banlieue. C'est beaucoup plus sûr. » Au moment où l'insulte atterrit, Cédric fronça les sourcils. Il n'intervint pas, cependant. Dans son esprit, le réglage par défaut d'Héloïse était la soumission. Il s'attendait pleinement à ce qu'elle baisse les yeux et s'éloigne comme elle le faisait toujours pour maintenir la paix. Mais cette fois, Héloïse fit un demi-pas en avant. Elle n'était plus qu'à quelques centimètres de Sophie. Les yeux d'Héloïse restèrent parfaitement calmes, puis le bruit sec d'une gifle résonna dans le salon. Ce n'était pas un coup large et dramatique. C'était un revers rapide, précis et absolument dévastateur. Le son fut assez fort pour traverser le bruit ambiant de toute la section VIP. Sophie tituba sur le côté, sa main s'envolant vers sa joue. Une empreinte de main rouge vif apparut instantanément sur sa peau de porcelaine. Toute la pièce devint silencieuse. Personne ne respirait. Héloïse abaissa lentement son bras. Sa voix était calme, sans même un tremblement d'adrénaline. « Je n'ai pas l'habitude de trop parler. » Elle fixa directement les yeux écarquillés et choqués de Sophie, mais cela ne signifie pas que n'importe quelle racaille de la rue peut m'aboyer dessus. Sophie serra son visage, des larmes d'humiliation lui montant aux yeux. « Tu m'as frappé » bégaya-t-elle, sa voix tremblante. Héloïse ne cligna pas des yeux. Elle se tenait parfaitement droite, son regard faisant chuter la température de la pièce de 10 degrés. « Si je choisis de reculer, cela ne signifie pas que j'ai perdu. Cela signifie que vous ne valez pas mon souffle. » La déclaration fut prononcée avec la finalité d'un coup de marteau de juge. Ce n'était pas une défense. C'était une décision. Cédric s'élança, sa voix un grognement furieux. « Héloïse, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Il la regarda avec un cocktail de rage et de perplexité totale. Héloïse déplaça son regard vers lui. « Je fais exactement ce qui doit être fait. » Les poings de Cédric tremblèrent. « Tu penses que c'est un bar de plongée ? Tu penses que tu peux faire des trucs de ghetto dans une pièce comme celle-ci ? » Héloïse inclina la tête. « Et vous pensez que c'est une pièce où votre maîtresse peut m'insulter publiquement, et je suis censée l'avaler ? » L'honnêteté brutale du mot « maîtresse » fit Cédric tressaillir. Des murmures éclatèrent comme un feu de forêt parmi les cadres. Qui se prend elle pour ? Frapper une VP lors d'un gala d'entreprise ? Mais les membres influents du conseil à la table n'appelèrent pas la sécurité. L'un des capital risqueurs se pencha et murmura à un collègue, « C'est la représentante principale du groupe de capital. L'ensemble du développement Grand Horizon dépend de sa signature. » Le murmure voyagea à la vitesse de la lumière. Les regards dirigés vers Héloïse se métamorphosèrent instantanément. Le choc fut remplacé par une révérence calculatrice. Sophie resta là, brûlant d'un mélange toxique de rage et d'humiliation suprême. Mais elle n'osa pas prononcer une autre syllabe car pour la première fois de sa vie, elle ressentit le poids écrasant d'un prédateur plus haut dans la chaîne alimentaire. Héloïse écarta Sophie de sa vision entièrement. Elle se tourna vers les cadres à la table, son ton retrouvant une cadence professionnelle polie. « Mes excuses pour l'interruption, messieurs. Allons-nous revoir la structure de financement mezzanine ?» Le cadre supérieur hocha immédiatement la tête, désireux de plaire. « Absolument, mademoiselle Dubois. Par ici. »
La conversation d'affaires reprit comme si la gifle n'avait jamais eu lieu, mais la dynamique de pouvoir avait changé de façon permanente. Cédric se tenait à la périphérie, observant. Pour la première fois, l'horrible réalité l'envahit. La femme qui se tenait tranquillement dans son ombre était montée sur un trône qu'il ne pouvait pas contrôler, et un royaume qu'il n'avait peut-être plus l'autorisation d'entrer. Le gala au Ritz se termina juste au moment où l'horloge sonnait 22 heures. Héloïse Dubois sortit de l'hôtel sous les regards prudents et curieux des courtiers en pouvoir de Paris. Personne n'osait la regarder comme la femme au foyer faible et mise au rebut qu'on la disait. Plus tôt ce soir-là, elle sortit sur la 5e avenue. L'air frais d'automne était purifiant. Une élégante voiture de ville noire était déjà au ralenti sur le trottoir. Son chauffeur ouvrit rapidement la portière arrière et lui fit un signe de tête respectueux. « Retour à Saint-Cloud, mademoiselle Dubois ?»« Oui, à la maison, » répondit-elle doucement. La voiture s'éloigna, laissant derrière elle le bourdonnement chaotique de Paris. Sur la banquette arrière, Héloïse s'appuya contre le cuir moelleux, regardant les lumières au néon s'estomper derrière les vitres teintées. Les reflets dansaient sur ses traits, soulignant un visage sculpté dans la pierre. Une main reposait légèrement sur son sac à main de créateur, qui contenait les sauvegardes numériques de chaque preuve accablante qu'elle avait recueillie. Ce soir, elle n'avait pas seulement fait une apparition. Elle avait ouvert son échiquier et fait son premier coup. 1 heure plus tard, la voiture s'arrêtait devant les grilles de son domaine de Saint-Cloud. Les énormes portes en fer s'ouvrirent, l'éclairage paysager du domaine illuminant l'allée. Héloïse sortit de la voiture et dit au chauffeur, « Reposez-vous. J'aurai besoin de vous tôt demain. » « Compris, madame. » Elle resserra son manteau en cachemire contre le froid et se dirigea vers les marches de l'entrée. Mais après seulement quelques pas, elle s'arrêta net. « Héloïse. » La voix masculine venait des ombres, profonde, résonnante et sans hâte. Héloïse se retourna. Debout sous la lueur d'un réverbère à gaz vintage près de la limite de la propriété se tenait un homme. Il portait un costume anthracite sur mesure, la veste déboutonnée, les mains nonchalamment dans ses poches. Il était grand, sa posture impérieuse, et son regard était calme et analytique. Elle plissa légèrement les yeux. Elle ne le reconnut pas immédiatement, mais un éclair de familiarité la taraudait. L'homme fit quelques pas vers la grille et parla avec une confiance douce, « Je ne pense pas que nous ayons besoin de passer par les formalités d'une nouvelle introduction. » Héloïse l'étudia une seconde avant de réaliser. « Julien. » L'homme offrit un sourire faible et dangereux, « Julien Chevalier. » Au moment où le nom frappa l'air, les yeux d'Héloïse s'aiguisèrent. Elle ne se souvenait pas de lui des pages mondaines, mais d'un souvenir profondément enfoui. Il y a des années, lors d'une des réunions à huis clos ultra exclusives de son grand-père, un jeune homme était resté assis tranquillement à l'extrémité de la table en acajou. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, même les milliardaires les plus impitoyables aux cheveux argentés se taisaient et prenaient des notes. Julien Chevalier, un titan du capital investissement et des acquisitions immobilières. Héloïse fit un signe de tête mesurée, « Je me souviens. » Julien la regarda, ses yeux sombres ne manquant rien, « Moi aussi. Mais je doute fortement que vous vous attendiez à ce que nous nous croisions dans ces circonstances spécifiques. » Héloïse ne joua pas les innocentes, « Je ne m'attendais certainement pas à ce que vous soyez mon voisin. » Julien gloussa. Un son grave et riche, « J'ai acheté la propriété d'à côté il y a environ 1 an. C'est juste que la dame de ce manoir était notoirement absente. » Ses yeux se posèrent sur les siens, il s'avère qu'elle se cachait à la vue de tous. Une simple déclaration, mais elle portait des implications massives. Il savait exactement qui elle était et il ne l'avait pas seulement découvert aujourd'hui. Hélo ne scia pas. Elle alla droit au but, « Quand avez-vous compris ?» Julien n'esquiva pas la question, « Dès l'instant où vous êtes entré dans l'enclos VIP ce soir. » La principale représentante du groupe Dubois. Se présentant avec cette marque spécifique d'hostilité contrôlée. Le calcul n'était pas difficile. Héloïse croisa les bras, « Vous me faisiez suivre ?» Julien secoua la tête, « Non, je ne fais attention qu'aux personnes qui en valent la peine. » C'était une réponse directe, dénuée de flatterie ou de posture défensive. Juste un fait brut. Le silence s'installa entre eux,
sauf le vent bruissant les feuilles tournantes des érables. Julien brisa le silence. Pour ce que ça vaut, j'ai trouvé votre gestion de la situation ce soir impeccable. Héloïse leva un sourcil. Vous voulez dire la gifle? Oui, répondit-il instantanément. Peu de gens ont le sang-froid de faire ça dans une pièce pleine de requins. Héloïse ne dit pas merci. Elle se retourna vers sa porte d'entrée. Mais la voix de Julien l'arrêta à nouveau. Héloïse, j'ai une proposition. Elle regarda par-dessus son épaule, son visage un masque illisible. J'écoute. Julien réduisit légèrement la distance, s'arrêtant juste au bord de sa propriété, maintenant une distance respectueuse, le projet Grand Horizon. Je suppose que vous connaissez l'étendue du projet. Héloïse hocha la tête. Je contrôle la majorité des droits de vote, dit Julien en douceur. Mais j'ai besoin d'un partenaire. Quelqu'un qui peut gérer l'optique, éliminer les entrepreneurs gonflés et tracer les saignements financiers cachés. Quelqu'un d'absolument impitoyable. Il la regarda droit dans les yeux. Je pense que vous êtes la personne idéale. Héloïse ne sauta pas sur l'offre. Elle l'observa, calculant les angles. Vous me dites que le groupe Chevalier manque de talent? Julien secoua lentement la tête. J'ai des armées de requins issus des grandes écoles à ma disposition, mais je ne leur fais pas confiance. L'aveu modifia l'énergie dans l'air. Cela passa d'une froide fusion d'entreprise à un pari très personnel. Héloïse sourit faiblement. Et vous me faites confiance? Julien ne sia pas. Je fais confiance à une femme qui a la discipline de cacher sa lignée de milliardaires pendant 3 ans juste pour tester le caractère d'un homme. Il marqua une pause, sa voix baissant d'un ton, et je fais confiance à la femme qui a le courage de tout brûler. Dès l'instant où elle réalise qu'il a échoué. Héloïse resta silencieuse. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un regardait directement au fond d'elle, contournant complètement le drame et ne demandant aucune excuse. Elle détourna le regard, sa voix douce mais résolue, j'y réfléchirai. Julien ne poussa pas. J'attendrai votre appel. Héloïse se retourna et entra dans sa maison. Les lourdes portes se refermèrent. Dehors, Julien resta près de la grille un instant de plus. Il regarda les lumières du 2e étage s'allumer. Les coins de sa bouche se courbèrent en un sourire rare et sincère, celui d'un chasseur qui avait enfin trouvé un partenaire digne de ce nom. À l'intérieur, Héloïse s'appuya contre la porte en acajou. Ses yeux s'assombrirent de détermination. Un nouveau jeu avait commencé, et cette fois, elle avait un roi de son côté de l'échiquier. Le lendemain matin, l'atmosphère au sein de la société Laval Construction était toxique. La salle de conférence exécutive était bondée de chefs de département, mais le silence était assourdissant. Personne n'osait respirer trop fort. Cédric était assis en bout de table en verre, ses phalanges blanches alors qu'il tapait un rythme chaotique sur le bord. Sur le grand écran plat derrière lui, les projections financières du T3 brillaient d'un rouge brutal et implacable. Il balaya du regard les cadres terrifiés. Sa voix était un grondement bas et dangereux. Qui veut être celui qui va m'expliquer ça? Le directeur financier déglutit et se leva, ajustant nerveusement sa cravate. Monsieur Laval, 2 de nos contrats de niveau 1 ont été brusquement résiliés par les développeurs hier soir. La raison? Cédric claqua. Ils ont cité un réalignement stratégique des partenariats d'entreprise. Pas de précision. La pièce retint son souffle. Cédric claqua son poing sur la table, faisant vibrer les tasses à café. Ces 2 contrats représentent 30% de nos revenus trimestriels projetés. Notre flux de trésorerie est effectivement paralysé. Le directeur des achats intervint, sa voix tremblante, c'est pire, monsieur. Nos principaux fournisseurs d'acier et de bois viennent d'émettre des avis. Il augmente les prix de gros de 15% sur toute la ligne simultanément. Les yeux de Cédric se plissèrent. Oui, monsieur. Dès 8 heures ce matin. Cédric s'enfonça dans sa chaise en cuir ergonomique, se frottant les tempes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une pression coordonnée. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Sophie Lambert entra, tenant une tablette. Elle balaya la pièce du regard, projetant une aura de calme inébranlable.
Mes excuses pour le retard, dit-elle en douceur, prenant place à côté de Cédric. Cédric ne la réprimanda pas. Il alla droit au but. Avez-vous vu le rapport d'hémorragie? Sophie hocha la tête, glissant la tablette sur la table. Oui. L'hémorragie est sévère, mais nous avons un garrot. Tous les regards désespérés de la pièce se posèrent sur elle. Parlez, ordonna Cédric. Sophie baissa la voix, la calant parfaitement pour ressembler à une sauveuse. La période d'appel d'offres pour le projet Grand Horizon se termine cette semaine. Si nous obtenons le contrat d'entrepreneur principal, le capital avancé à lui seul efface notre. Le directeur financier la contredit immédiatement. Sophie, Grand Horizon est un méga-projet. Il nécessite une caution de capital initial massive. Nos lignes de crédit sont actuellement au maximum. Nous ne pouvons pas nous permettre de soumissionner. Ce qui est précisément la raison pour laquelle nous devons agir agressivement avant que la rue ne sente le sang. L'interrompit Sophie, sa voix coupant les objections de l'homme. Elle tourna toute son attention vers Cédric. Si nous montrons de la faiblesse maintenant, les vautours nous dévoreront. Nous soumissionnons pour Grand Horizon et nous le gagnons. Cédric resta silencieux. Il savait que le développement Grand Horizon était le joyau de Julien Chevalier. Il savait aussi que surextender la firme maintenant était un suicide d'entreprise s'il ne gagnait pas. Quelle est votre décision, Cédric? Demanda Sophie doucement, se penchant. Cédric la regarda sous la panique des bilans. Son esprit revint au gala, à Héloïse debout dans le salon VIP, rayonnante et intouchable. Héloïse se tenait du côté des gagnants. S'il jouait la prudence, il serait laissé pour compte financièrement et socialement. Sa fierté ne pouvait pas le supporter. Il serra le bord de la table. Préparez la proposition. Nous misons tout sur Grand Horizon. Le directeur financier pâlit. Cédric, je déconseille fortement. C'est le dernier mot, rugit Cédric, réduisant la pièce au silence. Sophie offrit un petit sourire victorieux. C'était une expression fugace, mais elle révélait son véritable agenda. À cet instant précis, de l'autre côté de la ville, au domaine du bois, Héloïse était assise dans son bureau privé, hautement sécurisé. Un immense ensemble multi-écran affichait des données de marché en temps réel et des flux de renseignements d'entreprise. Marianne se tenait tranquillement près de la porte, agissant comme liaison pour les enquêteurs privés d'Héloïse. Mademoiselle Dubois, la société Laval Construction est en difficulté, rapporta Marianne en douceur. Hélo ne s'y a pas. Les 2 résiliations de contrat, exactement comme prévu. Oui, madame. Les développeurs se sont tournés vers nos filiales, comme vous l'avez demandé. Héloïse hocha la tête, ses yeux traçant une ligne rouge sur un graphique. Et les coûts des matériaux ont été ajustés par Logistique Dubois pendant la nuit. Il n'a plus de chaîne d'approvisionnement alternative. Héloïse se pencha en arrière et ferma les yeux une brève seconde. Tout se mettait parfaitement en place. Pas une explosion bruyante et désordonnée, mais une asphyxie lente et calculée. Elle ouvrit les yeux, sa voix dénuée de pitié. Qu'en est-il du projet Grand Horizon? Le bureau de Monsieur Chevalier a officiellement commencé à accepter les dossiers de fournisseurs, répondit Marianne. Héloïse sourit d'une expression froide et acérée. Cédric ne laissera pas passer cette bouée de sauvetage. Marianne hésita. Allez-vous le laisser entrer dans la liste des soumissionnaires, madame? Héloïse fit pivoter sa chaise pour faire face à la fenêtre. Oh, je ne l'arrêterai pas. Elle prononça les mots lentement, savourant la stratégie. Je vais simplement lui ouvrir la porte et le laisser marcher jusqu'à l'échafaud. Plus tard cet après-midi-là, les coups continuèrent d'arriver. La ligne privée de Cédric sonnait sans cesse. D'abord, un email d'une banque d'investissement de petite taille plaçant un blocage sur leur demande de prêt relais. Puis, un appel d'un lobbyiste essentiel en matière de zonage citant des conflits d'intérêts et les abandonnant comme clients. Cédric serra son iPhone, sa voix craquant de désespoir. Je vous dis que nous gérons le problème de liquidité. Donnez-moi juste jusqu'à vendredi, Cédric. Le conseil a besoin de garanties solides, pas de promesses, répondit froidement le banquier avant que la ligne ne se coupe. Cédric lança le téléphone à travers le bureau.
Il se brisa contre la bibliothèque en acajou. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il dans la pièce vide. Sophie entra dans le bureau, refermant la porte derrière elle. Elle s'approcha de lui, posant une main manucurée sur son épaule tendue, massant le nœud. « Respire, Cédric. C'est juste un test de stress. Tu dois être impitoyable maintenant. » Elle se pencha, ses lèvres frôlant son oreille. « Crois-moi, une fois que nous aurons sécurisé le contrat Grand Horizon, tout redeviendra normal. » Cédric ne répondit pas, mais sa mâchoire se serra d'une détermination sombre. Il n'avait aucune idée que chaque pas qu'il faisait avait été orchestré par la femme qu'il avait chassée de sa maison quelques jours plus tôt. Cette nuit-là, Héloïse se tenait sur son balcon, un verre de pinot noir à la main. Elle regardait la maison de Cédric de l'autre côté de la rue. Les lumières brillaient. Elle savait qu'il était éveillé, noyé dans le stress, essayant désespérément d'élaborer une stratégie de survie. Elle prit une lente gorgée de vin. « Tu me croyais inutile » murmura-t-elle au vent. Ses yeux brillaient comme du verre brisé sous le clair de lune. « Continue de le penser. » Le jeu était en plein essor et Cédric jouait avec un jeu de cartes truqué. 3 jours plus tard, la salle de conférence exécutive au dernier étage du gratte-ciel du groupe Chevalier à Paris. La pièce était intimidante, marbre noir élégant, vue panoramique sur le skyline de la ville et une atmosphère plus épaisse qu'un coffre-fort de banque. Les représentants des 5 principales entreprises soumissionnaires étaient arrivés tôt. Chaque équipe était assise avec d'épais dossiers de présentation reliés en cuir. La tension était palpable, mais tout le monde maintenait son poker face d'entreprise. Ce n'était pas juste une offre à l'aveugle. C'était un bain de sang pour remporter le contrat de la décennie. Cédric Laval entra dans la pièce flanqué de Sophie Lambert et de 2 jeunes analystes. Il portait un costume bleu marine sur mesure, projetant une confiance extrême malgré la pourriture financière qui rongeait son entreprise de l'intérieur. Sophie se pencha, murmurant « J'ai vérifié les chiffres du dossier 3 fois. Incassable. » Cédric hocha la tête d'un air sombre. « Nous ne pouvons pas nous permettre une seule erreur aujourd'hui. » Il balaya la pièce du regard. La concurrence était brutale, des mégacorporations aux poches profondes. Mais Cédric comptait sur les pots de vin agressifs qu'il avait subtilement promis à quelques membres du comité avant la réunion. Dans son esprit, le coup était déjà à moitié monté. À l'extrémité de la table, 2 représentants rivaux murmuraient entre eux, « J'ai entendu dire que la firme de Laval saignait de l'argent. » Culotté de sa part de se montrer ici. Il est désespéré, mais les gens de Chevalier déchirent les mauvais bilans pour le plaisir. Les doubles portes au fond de la pièce restaient fermées. Finalement, une assistante exécutive senior sortit, « Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Les directeurs vous rejoindront sous peu. » Cédric s'assit, posant ses mains à plat sur la table polie. Il prit une profonde inspiration. Sophie était assise rigidement à côté de lui, offrant un sourire rassurant. Les portes principales s'ouvrirent. Julien Chevalier menait la procession. Il portait un costume ardoise impeccablement taillé, sa présence dominant instantanément la pièce. Il ne sourit pas. Ses yeux balayèrent les cadres nerveux, s'attardant sur Cédric une fraction de seconde avant de passer. Julien prit place au centre absolu de la table. Les autres membres du conseil s'installèrent à leur place, laissant ostensiblement vide la chaise en cuir à haut dossier immédiatement à la droite de Julien. Cédric fronça les sourcils, murmurant à Sophie, « Il manque quelqu'un ?» Sophie secoua la tête, l'air confus, pas selon l'ordre du jour. Une seconde passa, puis 2. La pièce était silencieuse. Puis les portes s'ouvrirent une dernière fois. Le claquement aigu et rythmique de talons aiguilles résonna sur le marbre. Héloïse entra. Elle portait un tailleur pantalon Alexander McQueen blanc immaculé, sa coupe minimaliste d'une élégance sévère. Ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant et strict. Son maquillage était minimal, mais son aura était catastrophique. Elle ne regarda personne, mais sa seule présence fit chuter la pression atmosphérique dans la pièce. Cédric tressaillit physiquement. Il se leva à moitié de sa chaise, sa voix un halètement étranglé. « Héloïse ? » ?»« Quoi ?» Le reste de la pièce resta stupéfait de silence.
Personne ne parla, mais le choc collectif était un poids physique. Héloïse ne jeta même pas un coup d'œil dans sa direction. Elle marcha droit vers le bout de la table. Julien lui offrit un bref signe de tête respectueux, « Heureux que vous ayez pu venir. » Héloïse lui rendit le signe de tête et prit gracieusement le siège vide juste à côté de lui. Ce n'était pas un siège d'observatrice. C'était le siège d'une décisionnaire. L'avocat principal du groupe Chevalier se leva et s'éclaircit la gorge. « Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Héloïse Dubois. Elle est la mandataire générale de Dubois Participation, l'investisseur principal du projet Grand Horizon. » Les mots frappèrent Cédric comme un train de marchandises. Il resta figé, un bourdonnement assourdissant commençant dans ses oreilles. « C'est impossible, » murmura-t-il, son visage se vidant de toute couleur. Sophie semblait sur le point de vomir. Son calme impeccable s'effondra alors qu'elle fixait Héloïse avec une terreur absolue et suante. Héloïse était assise parfaitement droite. Elle ouvrit le dossier devant elle, déboucha son stylo et regarda le long de la table avec des yeux de glace hivernale. « Commençons. » Pas d'hésitation. Pas de regard persistant vers l'ex-mari dont elle était sur le point de disséquer la vie. Les présentations commencèrent. Entreprise après entreprise se levait, projetant ses modèles logistiques et financiers sur l'écran. Finalement, ce fut le tour de Cédric. Il se leva, ses jambes pesantes. Il serra le bord du podium, se forçant à regarder le conseil, mais ses yeux se posèrent inévitablement sur Héloïse. Je présente la stratégie de développement Laval, commença-t-il, sa voix manquant de son ampleur habituelle. Il parcourut les diapositives, les schémas, le calendrier, le budget. Il avait répété cela 100 fois, mais sous le regard impassible d'Héloïse, il se sentait comme un imposteur mis à nu. Héloïse feuilletait son dossier imprimé pendant qu'il parlait, prenant occasionnellement des notes dans les marges. Quand il eut enfin terminé son exposé, la pièce devint silencieuse, attendant le peloton d'exécution. Héloïse se pencha vers son microphone. « Monsieur Laval », sa voix portait sans effort. « Pouvez-vous clarifier la source de vos réserves de capital de prévoyance ?» Cédric déglutit difficilement, soutenu par nos principaux prêteurs et partenaires stratégiques en capitaux propres. Héloïse inclina la tête. « Quel prêteur ? » Plus précisément, la Banque fiduciaire de Paris. Héloïse leva les yeux, le clouant au mur de son regard. « J'ai été informé par le vice-président des prêts commerciaux de la Banque fiduciaire que la facilité de crédit de votre entreprise a été suspendue indéfiniment depuis hier après-midi. » Un halètement silencieux collectif parcourut les autres cadres. Cédric serra le podium si fort que ses articulations lui firent mal. « C'est un gel administratif temporaire. Cela sera résolu. » Héloïse n'argumenta pas. Elle asséna juste le coup de grâce. Un projet de cette ampleur ne tolère pas l'insolvabilité de ses entrepreneurs principaux. Une seule phrase dévastatrice qui vaporisa effectivement toute sa présentation. Cédric craqua. Il la regarda, le masque professionnel glissant entièrement. « Héloïse. S'il vous plaît », lâcha-t-il. Les yeux d'Héloïse brillèrent d'une intolérance absolue. « Excusez-moi. » La température de la pièce chuta. « Dans cette salle de conférence, vous m'appellerez par mon titre approprié, Monsieur Laval. » Le silence qui suivit fut suffocant. Cédric resta au podium, noyé dans la prise de conscience qu'il était complètement, absolument impuissant. La femme assise en face de lui n'était pas l'épouse qui tenait ses comptes et repassait ses chemises. Elle était la bourreau tenant la hache sur l'œuvre de sa vie. La réunion se poursuivit, mais pour Cédric, c'était déjà fini. Lorsqu'une pause de 15 minutes fut annoncée, il sprinta pratiquement hors de la salle de conférence vers le couloir vitré. Sophie le poursuivit, ses talons claquant frénétiquement. « Cédric, savais-tu cela ?» siffla-t-elle, lui attrapant le bras. Il retira son bras, ses yeux sauvages. « Es-tu folle ? » « Bien sûr que non. » Sophie recula, terrifiée par sa rage. Au bout du couloir, Héloïse se tenait près des fenêtres du sol au plafond, baignée par le soleil de l'après-midi. Elle regardait le skyline de Paris, le dos tourné à eux. Cédric marcha vers elle, mais s'arrêta à quelques pas. Il ne savait pas quoi dire. Sans se retourner,
Héloïse parla. Sa voix était calme, résonnant sur le verre. Tu n'as pas l'habitude d'être celui qui mendie des miettes. N'est-ce pas? Cédric eut le souffle coupé. Il ne put parler. Héloïse tourna la tête, le fixant d'un regard dénué de toute pitié. Tu ferais mieux de t'y habituer. Elle s'éloigna, le laissant seul dans le couloir. Pour la première fois de sa vie, Cédric Laval goûta la réalité amère et agonisante d'être entièrement à la merci de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, la sérénité haut de gamme de Saint-Cloud fut brisée par l'onde de choc numérique qui balayait le monde financier. Tous les grands médias économiques, Bloomberg, Forbes, le Wall Street Journal en ligne, publiaient la même nouvelle de dernière minute, l'héritière mystérieuse révélée, la petite fille d'Arthur Dubois prend officiellement les rênes d'un empire immobilier de plusieurs milliards d'euros. Sous le titre, une photographie haute résolution prise lors de la réunion de développement Grand Horizon de la veille. Elle montrait Héloïse Dubois assise à côté de Julien Chevalier. Elle avait l'air incroyablement chic, impérieuse et dangereuse. À l'intérieur de la résidence Laval, Madame Laval était figée sur le canapé en velours, une tablette serrée dans ses mains tremblantes. Ses yeux exorbitaient alors qu'elle lisait l'article pour la 4e fois. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Sa voix trembla violemment. Cédric descendit l'escalier, l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Voyant sa mère pâle et terrifiée, il fronça les sourcils. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Madame Laval ne parla pas. Elle tourna simplement la tablette pour qu'il puisse voir l'écran. Regarde par toi-même. Cédric prit la tablette, ses yeux fixés sur le titre, puis la photo, ses doigts serrés sur les bords en aluminium. À chaque seconde qui passait, son visage devenait plus pâle. C'est impossible, murmura-t-il, bien qu'il s'agisse désormais non plus d'un déni, mais du gémissement pathétique d'un homme dont la réalité avait été anéantie. Héloïse, la petite fille d'Arthur Dubois, l'homme dont le nom était prononcé à voix basse et révérencieuse à chaque gala immobilier auquel Cédric avait jamais assisté, un titan avec qui il avait passé toute sa carrière à essayer d'obtenir une rencontre. Cédric resta paralysé. Des souvenirs inondèrent son cerveau, mais ils étaient maintenant mutés. Le jour où Héloïse avait quitté son emploi pour l'aider. Le jour où elle avait mis en gage les bijoux sans demander un sou en retour. Les nuits où elle restait silencieuse quand il rentrait à la maison sentant le parfum de Sophie. Tout prenait un nouveau contexte horrifiant. Elle ne restait pas silencieuse parce qu'elle dépendait de lui. Elle restait silencieuse parce qu'elle ne voulait absolument rien de lui, sauf sa loyauté, et il avait échoué au test de façon spectaculaire. Madame Laval se leva soudainement. Cédric, tu dois y aller immédiatement. Cédric regarda sa mère. Pourquoi? Pour lui parler. Pourquoi d'autre? Cria Madame Laval, son arrogance d'antan entièrement remplacée par une panique désespérée. Elle est de la famille. Cédric laissa échapper un rire creux et agonisant. La famille? Madame Laval hésita, mais continua d'insister. Tu étais son mari. Peut-être que le divorce peut être annulé ou renégocié. Cédric regarda sa mère, ses yeux devenant glacials. Maman, as-tu oublié les choses que tu lui as dites quand elle a signé ses papiers? Madame Laval se tordit les mains, mais je ne savais pas qui elle était si j'avais su. Et maintenant que tu sais, tu veux supplier. La voix de Cédric n'était pas forte, mais le dégoût qu'elle contenait la fit taire instantanément. La pièce tomba dans un silence suffocant. Au même moment, à l'intérieur des bureaux de Laval Construction, Sophie Lambert se tenait dans son bureau vitré, fixant son téléphone. Son visage était blanc comme la craie. Elle venait de lire l'article de Bloomberg. Non, 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 chantait-elle à voix basse. Deux jeunes cadres passèrent devant son bureau, chuchotant assez fort pour qu'elle puisse les entendre. Il s'avère que l'ex-femme est en fait de la royauté. Laval a vraiment merdé sur ce coup. Sophie serra son téléphone. Une peur primale lui serra la gorge. Si Héloïse wieldait vraiment ce genre de pouvoir, toute la carrière de Sophie, son style de vie extravagant, sa relation avec Cédric, tout pourrait être écrasé comme un insecte. La porte s'ouvrit et Cédric entra. Sophie se retourna, sa voix tremblante. Cédric. Cédric ne la regarda pas. Il marcha vers le bureau et déposa sa mallette.
L'air dans le bureau était toxique. Sophie s'approcha de lui, essayant d'avoir l'air apaisante. J'ai vu les alertes d'actualité. Cédric, je jure devant Dieu, je n'avais aucune idée de qui elle était. Elle parla rapidement, essayant désespérément de se dissocier des retombées. Si j'avais su, je n'aurais jamais. Elle s'arrêta. Cédric tourna lentement la tête. Le regard qu'il lui lança lui glaça le sang. Il n'y avait plus d'affection, juste un examen froid et clinique. Sophie réduisit rapidement la distance et attrapa sa main. Cédric, quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble là-dedans. Je suis à tes côtés. Je me fiche de son argent. Je te veux juste toi. Cédric ne retira pas sa main, mais il ne la serra pas non plus. Il fixa ses doigts parfaitement manucurés. Cela lui semblait faux. Son esprit n'était pas sur les promesses de Sophie. Il était fixé sur l'image d'Héloïse dans cette salle de conférence, intouchable, indifférente, complètement hors de sa portée. « J'ai besoin de temps », dit Cédric, sa voix plate. Sophie se figea. « Du temps pourquoi ?» Il ne répondit pas. Il retira sa main de la sienne, se retourna et quitta le bureau. Sophie resta seule dans le silence. Ses yeux se plissèrent en fente de prédatrice. Elle réalisa que non seulement son emploi était en jeu, mais que sa prise sur Cédric lui échappait rapidement. Plus tard cet après-midi-là, Héloïse se tenait sur la terrasse de son domaine, regardant les jardins sculptés. Son téléphone vibra sur la table du patio. Un SMS d'un numéro non enregistré, « Nous devons parler ». Elle n'avait pas besoin d'un identifiant d'appelant pour savoir qui c'était. Hello appuya sur le bouton d'alimentation, verrouillant l'écran sans répondre. Elle laissa le téléphone sur la table et leva les yeux vers les branches de chêne ondulantes. « Ce n'est que le début », se murmura-t-elle. Ce n'était pas une vengeance mesquine. C'était un démantèlement systématique. De l'autre côté de la rue, le regret s'enfonçait. La peur s'installait, mais le véritable jugement n'était même pas encore arrivé. Ce soir-là, le quartier de Saint-Cloud était enveloppé d'ombre. Les réverbères vintage projetaient de longues flaques de lumière ambrée sur le trottoir immaculé. Héloïse se tenait près de sa porte d'entrée, tenant un verre d'eau pétillante. Ses yeux étaient fixés sur l'obscurité au bout de l'allée. Elle n'avait pas répondu au SMS de Cédric, sachant qu'il ne laisserait pas tomber si facilement. Mais ce n'était pas Cédric qui arriva le premier. Un Range Rover noir glissa silencieusement jusqu'à l'arrêt près de ses grilles. Julien Chevalier en sortit. Il ne se précipita pas vers l'interphone. Il se tint simplement près de son véhicule, regardant à travers les barreaux de fer vers Héloïse. La distance entre eux était significative, mais l'attraction énergétique était indéniable. L'une se tenait comme une forteresse. L'autre, un conquérant attendant la permission d'entrer. Julien parla le premier, sa voix portant clairement à travers l'air frais de la nuit. « Je suppose que vous avez lu ma proposition. » Héloïse descendit lentement les marches, s'arrêtant à mi-chemin de l'allée. « Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. » Julien gloussa doucement. « Alors je vais la présenter. Maintenant. » Il fit quelques pas de plus vers la grille, s'arrêtant juste à l'extérieur de la limite. « Héloïse. Soyez ma partenaire. Pas de jargon d'entreprise. Pas de circonlocution. Juste une proposition directe et mortelle. » Héloïse leva un sourcil, indifférente. « En échange de quoi ? » En échange. Je vous donne les allumettes pour incendier Laval Construction, dit Julien, ses yeux se posant sur les siens. Le vent se leva, bruissant l'ourlet de la robe d'Héloïse. Elle but une gorgée de son eau, l'étudiant. Vous pensez que j'ai besoin de votre aide pour le ruiner ? Julien ne s'y pas, je sais que non. Mais avec moi, c'est plus propre et plus rapide. C'était une brillante tactique de négociation, présentant un alignement personnel comme une fusion d'entreprises stratégiques. Héloïse soutint son regard pendant un long moment. Exploitez-vous une relation personnelle pour obtenir un avantage commercial, Julien ? Julien secoua la tête. Non, je vous offre une arme, et vous avez tout à fait le droit de la refuser. Son honnêteté brute clarifia l'air. Pas de manipulation, pas de mensonge, juste une transparence absolue.
Héloïse détourna le regard, fixant la maison de l'autre côté de la rue. Le silence s'étira entre eux. Elle ne dit pas oui, mais elle ne s'éloigna pas. Julien n'insista pas. Il resta juste là, ancré dans la patience. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison Laval de l'autre côté de la rue, Cédric se tenait caché derrière les lourds rideaux de la fenêtre de son salon. Il observait depuis l'arrivée du SUV de Julien. Il voyait le langage corporel, la proximité, le dialogue intense et tacite qui passait entre eux, bien qu'il ne puisse entendre un seul mot. C'était d'une clarté déchirante. Cet homme était un titan, et Héloïse le recevait. Une vague nauséabonde de possessivité et de perte totale de contrôle submergea Cédric. Il écarta les rideaux, ouvrit brutalement sa porte d'entrée et sortit dans la rue. « Héloïse » cria-t-il, sa voix brisant le calme de la nuit. Héloïse tourna la tête. Cédric s'avança lourdement jusqu'aux grilles. Il fixa Julien une fraction de seconde avant de se concentrer entièrement sur Héloïse. « Qu'est-ce qu'il fait ici » demanda-t-il, sa voix tendue de rage contenue. Héloïse ne sia pas. « Mes invités ne vous regardent pas. » Le renvoi frappa Cédric comme un coup physique. Héloïse, ne. Hélo claqua, sa voix devenant glaciale. « Surveillez la façon dont vous vous adressez à moi. » Julien s'avança, se plaçant légèrement entre la grille et Cédric. Sa voix était douce mais empreinte d'un avertissement mortel. « Monsieur Laval, ceci est une propriété privée. Je vous suggère de respecter vos limites. » Cédric se hérissa, bombant le torse. « Qui êtes-vous » ? Julien Chevalier. Entendant le nom de l'homme détenant les clés de la survie de son entreprise, Cédric se figea. Sa bravade s'évapora instantanément. L'homme debout nonchalamment devant lui était le prédateur suprême de l'immobilier parisien. Héloïse n'avait aucune patience pour l'impasse. Elle regarda Cédric avec un dédain absolu. « Si vous n'avez pas de rendez-vous, partez. » Cédric la regarda, ses yeux nageant dans un mélange chaotique de désespoir et de réalisation. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais les mots moururent dans sa gorge. Humilié et dépassé, il se retourna et retourna lentement chez lui, sa porte d'entrée se referma. Le silence reprit possession de la rue. Héloïse se retourna vers Julien. « Vous avez vu tout ça » ? « Je l'ai vu » répondit Julien en douceur. « Et mon offre tient toujours. » Héloïse sourit faiblement. « Je ne dis pas oui ce soir. Mais je ne dis pas non. J'ai besoin de réfléchir. » Julien hocha la tête, ses yeux sombres remplis d'un profond respect. « J'attendrai. » Il se retourna, monta dans son Range Rover et s'éloigna. Héloïse resta seule dans la lueur des lumières du patio. Elle regarda la maison d'en face, puis la longue route bordée d'arbres. Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait le poids d'un juge rendant une sentence. Il est temps d'en finir. Le lendemain matin, le bureau exécutif de la coentreprise du Bois Chevalier pour le projet Grand Horizon. Le centre de commandement était une immense pièce vitrée inondée de lumière naturelle. Elle était conçue pour intimider. Héloïse entra flanquée d'une cohorte d'avocats d'entreprise et d'auditeurs financiers. Un associé se leva rapidement. « Mademoiselle Dubois, les sous-traitants sont arrivés. » Héloïse hocha la tête. « Faites-les entrer. » Elle prit la place centrale à la massive table en chêne. Devant elle se trouvait un épais dossier lourdement marqué de rubans rouges. Quelques secondes plus tard, les portes s'ouvrirent. Cédric Laval entra, suivi de Sophie et de 2 vice-présidents seniors de son entreprise. Au moment où Cédric et Héloïse croisèrent le regard, l'oxygène de la pièce sembla s'enflammer. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était un tribunal. Cédric se força à maintenir une façade professionnelle. Il tira une chaise et s'assit. « Bonjour, mademoiselle Dubois » dit-il, sa voix basse. Il avait enfin appris à utiliser le titre approprié. Héloïse ne montra absolument aucune émotion. « Bonjour, monsieur Laval. » Pas de bavardage. La réunion commença immédiatement. Héloïse ouvrit le dossier. À compter de ce jour, Laval Construction sera retenu comme sous-traitant secondaire pour la phase d'excavation préliminaire. Cependant, des protocoles de supervision stricts seront mis en œuvre par mon équipe.
Cédric hocha la tête, bien que les muscles de sa mâchoire tressaillissent, compris. Héloïse tourna la page, il y aura également de sévères réductions de portée. Elle le regarda droit dans les yeux, votre entreprise manque de liquidité pour gérer la construction structurelle principale telle qu'initialement proposée. L'un des VP de Cédric protesta instantanément, Mademoiselle Dubois, nous avons des lignes de crédit garanties. Héloïse n'éleva même pas la voix, mais elle le coupa comme une guillotine, j'ai personnellement audité vos finances. Votre prêteur principal a gelé vos comptes. Vos partenaires secondaires en capitaux propres se sont retirés. Je n'ancrerai pas un projet de plusieurs milliards d'euros à un navire en perdition. La pièce tomba dans un silence de mort. Cédric serra les poings sous la table. Quelle est la portée révisée ? Vous conserverez 15% du contrat original. Les 85% restants sont réaffectés à un concurrent. Ce fut une rétrogradation brutale et catastrophique. Supprimer 85% du contrat signifiait que Laval Construction gagnerait à peine assez pour couvrir les salaires, sans parler de sauver l'entreprise de la faillite. Mais Cédric n'avait aucun levier. J'accepte les termes, dit-il en s'étranglant. Sophie était assise à côté de lui, terrifiée et silencieuse, mais ses yeux ne quittèrent jamais Héloïse. Elle regarda la femme démanteler son patron avec une précision chirurgicale. La panique lui serra la poitrine. Sous la table, elle sortit discrètement son téléphone et envoya un SMS à son détective privé, « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Héloïse Dubois. Maintenant. » La réunion se termina 1 heure plus tard. Alors que les cadres sortaient, Héloïse resta assise, examinant un dossier séparé. Cédric s'attarda. « J'ai besoin de 5 minutes, dit-il doucement. Héloïse ne leva pas les yeux, « Si cela concerne la portée du contrat, transmettez vos griefs à mon équipe juridique. » « Ce n'est pas le contrat, » dit Cédric, faisant un pas de plus. Héloïse. Elle arrêta d'écrire et finalement leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, parlez. Cédric prit une respiration tremblante. Hélo. Arrête. La voix d'Héloïse claqua comme un fouet, il n'y a pas d'élo dans cette pièce. Nous sommes des contreparties à un contrat. Ne franchissez plus cette ligne. Cédric recula physiquement. La finalité absolue de sa voix brisa toute illusion persistante qu'elle se souciait encore de lui. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il se retourna et sortit, la prise de conscience nauséabonde s'installant dans son ventre. Elle l'avait complètement effacé de son cœur. Dans le couloir, Sophie attendait. « Cédric, ça va ?» demanda-t-elle avec anxiété. Il l'ignora, se dirigeant vers les ascenseurs. Sophie regarda en arrière vers les portes de la salle de conférence. Ses instincts de survie hurlaient. Elle devait se protéger avant que le navire ne coule. À l'intérieur de la salle de conférence, Marianne entra, « Mademoiselle Dubois, le piège est tendu. » Héloïse regarda par la fenêtre la ville tentaculaire. « Je sais » murmura-t-elle doucement. « Le conseil est maintenant retourné. Nous forçons la fin de partie. » Le lendemain matin, le hall de Laval Construction fut plongé dans un chaos absolu. 3 hommes en costumes fédéraux sombres, accompagnés de 2 experts comptables judiciaires, traversèrent les portes d'entrée. La réceptionniste se leva, bégayant, « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» L'agent principal montra un badge, « Nous représentons les principaux investisseurs du projet Grand Horizon. Nous effectuons un audit légal concernant des allégations de fraude électronique et de détournement de fonds d'entreprise au sein de cette firme. » Le hall se figea. En quelques secondes, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le réseau de l'entreprise. Dans son bureau d'angle, Cédric venait de se servir son premier café lorsque son conseiller juridique fit irruption, transpirant abondamment, « Cédric, les auditeurs sont là. Ils ont une assignation des investisseurs. » Cédric lâcha sa tasse. Elle se brisa sur le tapis. Un audit pourquoi ? Des irrégularités financières importantes. Ils sont en train de fouiller les serveurs en ce moment même. Cédric se précipita vers la salle de conférence principale. L'auditeur principal était déjà assis, une pile massive de registres imprimés devant lui. « Monsieur Laval » dit froidement l'auditeur.
Les premières analyses indiquent une allocation massive de fonds erronés lors de la phase d'appel d'offres, des virements bancaires non vérifiables, des factures de société écran et des coûts de matériaux excessivement gonflés. Il poussa un dossier sur la table. Pouvez-vous expliquer ces décaissements? Cédric ouvrit le dossier. La première page montrait un virement bancaire massif à un fournisseur dont il n'avait jamais entendu parler. La deuxième page montrait un contrat de logistique établi au triple du prix du marché. La troisième page était une liste de paiements redondants. Ses mains commencèrent à trembler. Je n'ai jamais autorisé cela. L'auditeur tapa sur le bas de la page, votre signature figure sur chacun de ces formulaires de demande. La pièce sembla tourner. Cédric fixa l'encre. C'était sa signature, mais il avait signé aveuglément ses formulaires en pile, faisant confiance à sa VP des opérations pour les vérifier. Sophie était assise silencieusement dans le coin de la pièce. Elle était pâle, mais sa posture était rigide. Cela doit être une erreur administrative. Nous allons procéder à un examen interne immédiatement, interjeta Sophie, essayant d'avoir l'air serviable. L'auditeur l'ignora. Nous saisissons les dossiers physiques et nous faisons des images des serveurs. Monsieur Laval, vous êtes légalement avisé de ne pas quitter l'État tant que cette enquête n'est pas conclue. L'équipe d'audit fit ses bagages et partit. Cédric resta paralysé à la table. Il regarda à nouveau les documents. Puis il tourna lentement la tête pour regarder Sophie. Savais-tu cela? Sa voix était un murmure mortel. Sophie secoua la tête avec véhémence. Cédric, je viens de le découvrir quand ils sont entrés. Elle se précipita vers lui, ce doit être une erreur comptable. Laisse-moi faire une recherche interne. C'étaient tes fournisseurs, Sophie, l'interrompit Cédric. Tu les as vérifiés. Sophie serra le bord de la table, j'ai seulement rassemblé les propositions. Tu as signé les approbations finales pour accélérer le flux de travail. Une parfaite dénégation plausible. Cédric la fixa, le dernier voile tombant de ses yeux. Sors de ma vue, grogna-t-il. Sophie n'argumenta pas. Elle se retourna et s'enfuit de la pièce. De l'autre côté de la ville, Héloïse était assise dans son bureau, sirotant un thé Earl Grey. Marianne posa une clé USB sur son bureau, les détectives privés ont fini de retracer les comptes offshore, Mademoiselle Dubois. Héloïse brancha la clé sur son ordinateur portable. Des feuilles de calcul apparurent à l'écran. Des virements bancaires de Laval Construction vers une société écran enregistrée en France, qui canalisait ensuite l'argent directement vers un compte personnel offshore. Le bénéficiaire, Sophie Lambert. Héloïse scanna le montant total détourné. Cupide, murmura-t-elle. Quels sont vos ordres, madame, demanda Marianne. Héloïse détacha les fichiers et les joignit à un email crypté vierge. Elle tapa l'adresse de Cédric. Envoyez-lui un avant-goût. Pas le fichier entier, juste assez pour lui faire savoir qu'il couche avec une voleuse. Cédric était assis dans l'obscurité de son bureau lorsque son ordinateur tinta. Un email d'un expéditeur inconnu. L'objet disait « Regardez de plus près ». Il ouvrit le PDF joint. C'était une trace de routage bancaire. Elle montrait les paiements frauduleux des fournisseurs passant par une SARL et atterrissant directement sur un compte courant personnel. Le nom sur le compte était Sophie Lambert. Cédric sentit le sang lui monter à la tête. La trahison était si profonde qu'elle lui coupa physiquement le souffle. La porte s'entr'ouvrit. Sophie jeta un coup d'œil. Cédric. J'ai récupéré les journaux comptables. Elle s'arrêta quand elle vit son visage. C'était le visage d'un homme prêt à commettre un meurtre. Cédric fit pivoter l'ordinateur portable pour qu'elle puisse voir l'écran. Envie d'expliquer ça? Sophie regarda la trace de routage. Pendant une fraction de seconde, une terreur pure éclata dans ses yeux, mais elle passa instantanément en mode survie. Je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un me piège. Cédric, tu dois me croire. Tais-toi, rugit Cédric, claquant ses mains sur le bureau. Tu as vidé ma compagnie. Tu m'as piégé pour prendre la chute de la fraude fédérale. Sophie recula vers la porte, pleurant hystériquement.
Non, j'essayais de nous constituer un pécule. L'entreprise échouait, Cédric. J'essayais de sauver quelque chose. C'était l'excuse la plus pathétique et manipulatrice qu'il ait jamais entendue. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit en grand. Héloïse Dubois entra. Tout l'étage exécutif s'était tué alors qu'elle traversait les bureaux et entrait dans le bureau de Cédric. Elle avait l'air immaculée, intouchable. Elle ne dit pas un mot alors qu'elle se dirigeait vers le bureau et laissa tomber un énorme classeur physique sur la surface vitrée. Puisque vous semblez avoir du mal à relier les points, j'ai apporté le rapport médico-légal complet, dit Héloïse, sa voix résonnant dans le bureau silencieux. Cédric fixa le classeur, puis Héloïse. Toi. Héloïse ouvrit le classeur. Copie de chaque virement bancaire, les adresses IP utilisées pour autoriser les sociétés écrans, et elle sortit une photographie brillante. Surveillance de Mademoiselle Lambert rencontrant les faux entrepreneurs. Sophie était acculée dans un coin, hyperventilant. Tu m'as piégée, cria-t-elle à Héloïse. Héloïse tourna lentement la tête, fixant Sophie d'un regard de dégoût absolu. J'ai simplement allumé les lumières. C'est vous qui avez décidé de voler dans l'obscurité. Cédric regarda la montagne de preuves. La femme pour qui il avait abandonné son mariage avait systématiquement détruit l'œuvre de sa vie pour remplir ses propres poches. Sophie réalisa que le jeu était terminé. Les larmes disparurent instantanément. Son visage se durcit en un masque de pur venin. Elle regarda Cédric. Tu te prends pour une victime innocente. Tu as signé chacun de ces chèques. Tu te fichais d'où venait l'argent tant que tu pouvais jouer au grand patron PDG. Elle lui cracha les mots. Tu vas couler avec moi, Cédric. Cédric resta figé. Il regarda Héloïse. Héloïse ne jubilait pas. Elle ferma simplement le classeur. L'AMF et la PJ ont les copies originales, déclara calmement Héloïse. Elle regarda Cédric une dernière fois, bonne chance au tribunal. Elle se retourna et sortit du bureau, laissant les deux traîtres se déchirer dans les ruines de leur propre fabrication. 3 semaines plus tard, le siège social de Laval Construction était une ville fantôme. Les employés avaient fait leur carton et s'étaient enfuis. Les fédéraux avaient saisi les serveurs et la banque avait gelé tous les comptes d'exploitation. Laval Construction fut contrainte de déposer le bilan, ses actifs complètement bloqués par décision de justice. Cédric risquait des années de litiges épuisants pour éviter la prison fédérale. À Saint-Cloud, un SUV noir élégant appartenant à la division de saisie de la banque était au ralenti sur l'allée du domaine Laval. Madame Laval se tenait sur la pelouse impeccablement entretenue, serrant un sac à main de créateur, criant à l'agent de saisie, « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas me jeter à la rue. » Accompagné de 2 huissiers d'État armés. L'agent lui tendit un document juridique, « Madame, cette propriété a été garantie par les lignes de crédit frauduleuses de votre fils. Le tribunal fédéral a accordé une saisie d'actifs d'urgence. Vous avez reçu l'avis d'expulsion finale la semaine dernière. Vous avez jusqu'à 17 heures pour quitter les lieux où les huissiers vous retireront physiquement. » Cédric se tenait sur le porche, tenant un seul sac de voyage. Il regarda sa mère crier. Il regarda les agents verrouiller les portes. Il regarda de l'autre côté de la rue, vers le domaine du bois. Les grilles de fer étaient fermées, résolues et sereines. Il avait perdu l'entreprise. Il avait perdu la maison. Mais la douleur la plus déchirante était de savoir qu'il avait jeté la seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée. 3 mois plus tard, dans un appartement exigu et étouffant de 2 pièces à Saint-Denis, Madame Laval était assise sur une chaise en plastique bon marché, s'éventant avec une enveloppe de courrier indésirable. Le climatiseur de fenêtre vibrait violemment, « Je ne peux pas vivre comme ça, Cédric. Il fait 32 degrés ici. » Les voisins crient. C'est un cauchemar. Cédric était assis sur le bord d'un matelas taché, fixant le papier peint qui s'écaillait. Arrête de parler, maman. Il haleta, si tu n'avais pas traîné avec cette Lambert. Si tu avais juste mieux traité Héloïse. J'ai dit tais-toi, beugla Cédric, sa voix résonnant sur les murs fins. Madame Laval se tut, terrifiée. Cédric enfouit son visage dans ses mains.
Il n'y avait plus personne à blâmer que lui-même. La semaine suivante, une grande conférence de presse fut organisée au Georges V pour annoncer l'inauguration du projet Grand Horizon. La salle de bal était bondée de journalistes financiers et de titans de l'industrie. Au fond de la pièce, debout dans l'ombre, portant un costume bon marché et froissé, se tenait Cédric. Personne ne reconnut l'homme ruiné. Sur la scène lumineuse, Héloïse Dubois se tenait au podium. À ses côtés se tenait Julien Chevalier. Ils étaient l'image de la puissance imparable et d'un partenariat sophistiqué. Nous n'investissons pas seulement dans le béton et l'acier, la voix d'Héloïse retentit, claire et impérieuse. Nous investissons dans l'intégrité, la transparence et l'avenir de cette ville. La salle éclata en applaudissements. Cédric la regarda. La femme qu'il avait autrefois traitée comme un accessoire jetable était maintenant une reine. Il se souvint des premiers jours, la pluie, les diamants mis en gage, son soutien silencieux dans l'obscurité. Il laissa échapper un rire creux et amer. « C'était moi l'imbécile », se murmura-t-il. La foule applaudit plus fort, le couvrant. Il se retourna et sortit par les portes arrière, disparaissant dans l'anonymat des rues de Paris. Un mois plus tard, le pantouse exécutif de Dubois Participation. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et Héloïse en sortit, venant de conclure avec succès une acquisition massive. Elle entra dans son bureau d'angle. C'était calme, paisible et entièrement le sien. Julien Chevalier était nonchalamment appuyé contre son bureau, feuilletant un prospectus relié en cuir. Il leva les yeux et sourit, « La PDG est une femme difficile à rencontrer ces jours-ci. » Héloïse s'approcha, un sourire sincère effleurant ses lèvres, « Et vous avez bien trop de temps libre pour un magnate du capital investissement. » Julien jeta le dossier sur le bureau, nouvelle cible d'acquisition à Londres. « J'ai pensé que vous voudriez y jeter un œil. » Héloïse jeta un coup d'œil au dossier, « Vous aimez toujours faire les choses rapidement, Julien. Et vous aimez toujours tout garder sous contrôle total, » répliqua-t-il en douceur. Ils se regardèrent. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression, juste un respect mutuel profond et durement gagné. Ce soir-là, Héloïse et Julien se tenaient devant les grilles du domaine Dubois à Saint-Cloud. L'air d'automne était vif. Héloïse regarda de l'autre côté de la rue, vers la maison Laval. Elle était sombre. Un panneau, à vendre par la banque, était planté dans la pelouse envahie. Julien se tenait à ses côtés, les mains dans les poches. « Si vous pouviez revenir au début, auriez-vous joué différemment ?» Ce n'était pas un test, juste une question. Héloïse regarda la maison vide, puis tourna son regard vers la longue route bordée d'arbres devant elle. Elle sourit. C'était un sourire léger, sans fardeau. « Je me serais choisi plus tôt, dit-elle. » Julien hocha lentement la tête. Il s'approcha, ne lui attrapant pas la main, mais réduisant simplement la distance, « Et peut-être moi. » Héloïse leva les yeux vers lui. L'armure qu'elle avait portée pendant des années commença enfin à se fissurer, laissant entrer la lumière. « Peut-être, » dit-elle doucement. Le vent de la nuit souffla, emportant la poussière du passé. Héloïse Dubois n'avait plus besoin de regarder en arrière. Elle avait traversé le feu, brûlé le poids mort et forgé un empire. Et cette fois, elle vivait entièrement pour elle-même. Narrateur, j'avais l'habitude de penser que la chose la plus terrifiante dans la vie était de perdre son argent, sa carrière ou son statut. Mais après avoir été témoin de suffisamment d'épreuves du monde, j'ai réalisé quelque chose de beaucoup plus sombre. La chose la plus terrifiante est de perdre la seule personne qui aurait tout sacrifié pour vous. En regardant cette histoire, une vérité est claire. Quand vous avez quelqu'un qui vous supporte et vous soutient silencieusement, ce n'est pas un droit acquis. C'est une bénédiction profonde. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent la valeur de cette bénédiction que bien après l'avoir détruite. Nous avons également appris que la vraie force ne consiste pas à poursuivre la vengeance jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La vraie force est de savoir quand s'arrêter, quand lâcher prise et comment avancer sans laisser le passé vous entraîner dans la boue. Parfois, la victoire ultime n'est pas de prouver à vos ennemis à quel point vous êtes puissant. C'est de vivre une vie belle et paisible longtemps après les avoir laissés derrière vous. Rappelez-vous ceci, ce que vous perdez parce que vous n'avez pas su l'apprécier ne reviendra jamais simplement parce que vous avez enfin appris à regretter.